Donc moi je suis Myriam Godel, je suis maître de conférence du muséum et je suis surtout là au titre de ma charge de conservation à l'herbier. Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler de dans quelle mesure les herbiers en général et l'herbier du muséum peuvent contribuer à l'étude de l'évolution des espèces, comme mes prédécesseurs. Mon choix, ça a été d'essayer de vous présenter un panel assez large d'utilisations sans forcément rentrer dans le détail de chaque utilisation, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste de chaque utilisation. Donc, juste pour commencer, quelques chiffres. Aujourd'hui, on recense plus de 3000 herbiers institutionnels dans le monde, plus de 390 millions de spécimens, et comme vous le savez sans doute, l'herbier du muséum est un des 5 plus grands herbiers du monde, avec, si on tient compte seulement des plantes séchées sans compter tout ce qui est échantillons en collection complémentaire, donc environ 6 millions de spécimens de plantes vasculaires et 2 millions de spécimens de cryptogames. L'herbier a commencé à être constitué au XVIIe siècle et il a notamment connu, entre 2008 et 2012, un projet de rénovation de grande ampleur qui a permis notamment la numérisation de tous les spécimens de plantes vasculaires. Donc ce sera important parce que d'un point de vue de l'utilisation des collections, c'est vraiment un pas important qui a été fait pour l'utilisation des collections. Donc l'herbier du muséum, il est au service de la communauté internationale. On a une équipe d'environ 15 chargés de conservation, environ 13 techniciens. Il y a une équipe de bénévoles aussi qui contribuent pour chaque année assurer l'accueil d'environ 240 chercheurs, voilà, l'envoi de 3500 spécimens en prêt et également, pour ce qui est des plantes vasculaires, je n'ai pas les chiffres pour les cryptogames, mais pour ce qui est des plantes vasculaires, l'envoi de 1200 prélèvements, que ce soit pour analyse génétique ou pour analyse de morpho-anatomie. Donc avant d'en venir aux utilisations un peu novatrices des collections, je voulais quand même rappeler les utilisations traditionnelles de ces collections, que sont d'une part l'aide à la détermination des spécimens et d'autre part surtout la description de la diversité, c'est-à-dire la taxonomie, puisque même chez les plantes vasculaires, on estime que 10 à 40% des espèces restent encore à décrire. Et 2 études assez récentes de Bébert et de Benoît Fontaine, ici au muséum, ont montré que les herbiers étaient vraiment de véritables réservoirs d'espèces nouvelles, puisque si l'on considère le temps entre la première récolte d'une espèce et sa description, il se passe vraiment un temps considérable, le temps médian étant de 30 ans pour les plantes. Voilà. Donc, rien qu'en travaillant dans les herbiers, on peut déjà considérablement faire avancer la taxonomie. D'un point de vue de cette avancée en taxonomie, l'herbier du muséum a un rôle important à jouer, notamment de par ses plus de 300 000 spécimens types qui sont conservés dans des pochettes rouges qu'on aperçoit ici. Et les publications scientifiques du muséum éditent d'une part une revue de botanique à Dansonia et d'autre part 3 flores du Cambodge, Laos, Vietnam, de la Nouvelle-Calédonie et de Madagascar. Voilà, ça c'était un peu pour les utilisations traditionnelles. Ensuite, depuis 1 ou 2 décennies, il y a de nombreux progrès techniques qui ont été faits, que ce soit en informatique, en imagerie, en génomique. Et donc, ça a ouvert tout un panel de nouvelles perspectives pour ces herbiers et pour leur utilisation. Aujourd'hui, je vais parler de 3 grandes familles d'utilisation des herbiers qui concernent la répartition des espèces, la diversité et l'évolution des traits et les analyses génétiques. Donc, on va voir que selon le type d'application, en fait, on va utiliser soit simplement les données qui sont sur les étiquettes des herbiers, soit vraiment le matériel sur l'herbier. Donc pour commencer, en ce qui concerne la répartition des espèces, là c'est un type d'application où on utilise les données qui sont sur les étiquettes de récolte. Un premier type de projet concernant la répartition des espèces concerne les espèces rares et la conservation. Donc ici, je vous présente l'exemple d'une étude sur la flore de Nouvelle-Calédonie qui a notamment reposé sur les herbiers de Paris et qui a permis d'identifier plus de 600 espèces endémiques étroites, c'est-à-dire des espèces qui étaient présentes dans moins de 3 localités. Et à partir de ces données sur les espèces, ça a permis d'identifier des zones d'endémisme
où il y a un nombre particulièrement abondant d'espèces endémiques étroites. Donc ces espèces, ces zones vont être des zones qu'on va sans doute essayer de protéger de manière prioritaire. Et si on croise ces données avec la modélisation des niches écologiques, comme l'a déjà montré Adeline tout à l'heure, ça va pouvoir permettre de tester des corrélations entre certains paramètres environnementaux et l'abondance en espèces rares, et donc éventuellement d'émettre des hypothèses sur comment expliquer la rareté de ces espèces. En ce qui concerne la conservation, toujours, il y a un projet qui vient de démarrer à l'Herbier, qui s'appelle le projet Fantôme, pour flore endémique des territoires d'outre-mer. C'est un projet coordonné par Serge Muller, financé par l'AFB, et qui vise donc à utiliser les données d'herbier pour mieux caractériser cette flore endémique terrestre des territoires d'outre-mer. Toujours sur la répartition des espèces, un peu à l'extrême inverse des espèces rares, on a les espèces envahissantes. Et là, les herbiers ont aussi un intérêt capital. Et surtout, ce que je voudrais souligner, là, c'est la dimension temporelle que permettent les herbiers, puisqu'ils vont permettre en fait, de retracer l'expansion des espèces envahissantes, de retracer leur voie de colonisation, etc. Ici, je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée par Bruno Chauvel, qui a notamment utilisé aussi les herbiers de Paris pour retracer l'expansion de l'ambroisie en France depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc, donc beaucoup d'applications des herbiers sur les aires de répartition. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les données d'herbiers présentent certains biais, notamment parce que les récoltes ne sont pas réalisées de manière aléatoire. Donc on va pouvoir avoir des sur- ou des sous-représentations de certaines zones géographiques le long des routes, classiquement, ça arrive souvent. Il peut y avoir une sur- ou une sous-représentation de certaines périodes dans le temps, de certains groupes taxonomiques qui vont être plus ou moins charismatiques et donc plus ou moins souvent récoltés. Ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que les données d'herbier sont des données de présence seulement. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de spécimen pour une espèce donnée à un moment donné, en un lieu donné, que cette espèce n'était pas en fait présente sur ce site à ce moment-là. Et puis la dernière difficulté, une autre difficulté qu'on peut rencontrer sur ces données d'herbier, ça va être que parfois les localités géographiques indiquées sur les étiquettes sont très peu précises. Donc tout ça, c'est des caractéristiques dont il va falloir tenir compte, donc des caractéristiques assez spécifiques aux collections, dont il va falloir tenir compte dans les analyses et dans l'interprétation des résultats. Donc, sur ces applications concernant la répartition des espèces, je vous ai dit, on utilise seulement les informations qui sont sur les étiquettes. Et donc, c'est des applications qui ont beaucoup bénéficié de la numérisation des collections et de la mise en ligne des millions de spécimens qui sont maintenant numérisés. Pas seulement l'herbier de Paris, même si l'herbier de Paris était assez novateur à l'époque. Maintenant, il y a eu beaucoup d'autres projets. Donc, beaucoup d'images disponibles en ligne, beaucoup de données potentielles. Ceci dit, la numérisation, c'est une photo d'un spécimen, mais notamment ici à l'herbier Paris, donc tous les spécimens sont numérisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement informatisés. C'est-à-dire que dans la base de données, on a accès au code barre, à la photo du spécimen, et puis aux données de genre, espèce et de grands secteurs géographiques. À l'herbier de Paris, on a à peu près entre 15 et 20% des spécimens qui sont totalement informatisés, avec vraiment l'ensemble des données de récolte, toutes les données qui sont sur le spécimen. Donc depuis 2013, pour essayer d'accélérer ce rythme d'informatisation des collections et donc d'accès aux données, il y a un site de sciences participatives qui a été mis en place, qui s'appelle Les Herbonautes, qui est organisé autour de missions thématiques. Donc chaque mission se focalisant sur un genre ou un récolteur ou un pays. Et ça permet en fait aux participants, donc au grand public, de visualiser des photos d'herbiers et d'implémenter la base de données, moyennant bien sûr tout un
toute une procédure de validation des données avant qu'elles rentrent réellement dans les bases de données. Voilà, je vais passer maintenant à la deuxième grande application des collections d'histoire naturelle en général, pas seulement les herbiers. Ça va être l'étude de la diversité et de l'évolution de certains traits. Je vais évoquer 3 types de traits différents, des traits morpho-anatomiques, des traits d'histoire de vie et plutôt des processus physiologiques en fait. Donc là, le grand intérêt des herbiers, ça va être de permettre un échantillonnage très large d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que grâce aux herbiers, on va souvent avoir accès à des régions géographiques qui sont peut-être difficiles d'accès ou qui sont instables d'un point de vue politique, donc où on ne peut pas les échantillonner. Donc les herbiers permettent d'élargir l'échantillonnage géographique. Ils permettent aussi d'élargir l'échantillonnage en termes de taxonomie, en ayant accès à des espèces très rares, voire des espèces éteintes. Et comme dans le cas des aires de répartition, on a toujours cette dimension temporelle permise par les herbiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier vraiment l'évolution dans le temps de certains traits. Donc ici, je présente juste quelques visuels d'une étude morpho-anatomique assez classique qui a été faite à des fins de taxonomie par Germinal Rouen, qui est ici à l'herbier. Donc il concerne un genre de fougère, Elaphoglossum, à Madagascar. Et Germinal a principalement étudié donc les caractères discriminants entre ces espèces, à savoir la diversité des écailles et la diversité des spores. Une chose que j'ai oublié de signaler sur ces études concernant les traits, c'est que selon les cas, ça va donner lieu à des prélèvements destructifs ou pas. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure au moment des analyses génétiques, parce qu'en tant que chargé de conservation, curateur des collections, Damien en parlait tout à l'heure, et parfois ça pose question. Un deuxième exemple d'étude morpho-anatomique, qui est aussi menée à l'herbier par Florian Jabour ici, c'est l'étude de la morphologie florale chez le genre Delphinium. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Florian a utilisé des techniques de morphométrie un peu traditionnelles et également des techniques de morphométrie géométrique, comme Vincent a évoqué tout à l'heure, qui permettent donc une analyse plus approfondie des formes. Ok, je vais m'arrêter là. Et si, sur ces applications en morphométrie, là encore, le fait que les spécimens soient numérisés, ça permet vraiment d'amplifier l'intérêt des herbiers, parce que de plus en plus, on va pouvoir faire des mesures sur des spécimens à distance, voire même, en ce qui concerne la morphométrie géométrique, de plus en plus, on peut automatiser les mesures et donc accélérer le rythme des études. En ce qui concerne les traits d'histoire de vie, je voulais juste évoquer rapidement l'exemple le plus classique, c'est l'exemple de la date de floraison, avec de nombreuses études qui ont utilisé les spécimens d'herbiers pour contraster les dates de floraison à l'heure actuelle par rapport à il y a un siècle environ. Et donc de nombreuses études qui ont montré l'impact du réchauffement climatique sur cette date de floraison, avec des dates de floraison plus précoces de plusieurs jours. Enfin, les processus physiologiques, alors c'est peut-être le type j'ai appelé ça un trait, je ne sais pas si c'est très rigoureux, mais en tout cas c'est peut-être les études qui sont les moins abondantes à l'heure actuelle, mais il y a quand même des exemples vraiment intéressants. Par exemple, ici, une étude faite sur des herbiers de Washington, où les chercheurs ont quantifié le contenu protéique dans le pollen sur une espèce en particulier d'Astéracées. Et ils ont montré que l'augmentation du taux de dioxyde de carbone atmosphérique provoquait une diminution du contenu en protéines dans le pollen, ce qui avait probablement un impact sur les populations de pollinisateurs qui se nourrissent de ce pollen. Un autre exemple de trait physiologique, c'est les échanges gazeux foliaires, qui peuvent aussi être abordés sur la base des herbiers. Ici, une étude sur des arbres tropicaux du bouclier guyanais, où les chercheurs ont utilisé les herbiers de Paris, avec encore une étude du changement climatique. Donc très souvent, on voit les herbiers comme témoins de la réponse des végétaux au changement climatique.
Et un troisième type de processus physiologique, c'est en fait je voulais évoquer un projet qui est en cours à l'herbier. Là, ça n'a plus rien à voir avec le changement climatique, mais c'est un projet qui vise à détecter des espèces hyperaccumulatrices de métaux lourds. On connaît déjà plusieurs centaines de ces espèces, beaucoup en Nouvelle-Calédonie, à Cuba, mais sans doute beaucoup d'autres restent à identifier. Et donc, à l'heure actuelle, il existe un petit appareil portatif qui permet des mesures de certains éléments, de certains métaux lourds, de manière vraiment facile, rapide et de manière non destructive. Donc il y a un criblage qui est en cours à l'herbier. C'est un projet coordonné par Sylvain Merlot de Gif-sur-Yvette, mais auquel collabore Vanessa Invernon de l'herbier. Et donc en quelques campagnes de criblage, ça a déjà permis d'identifier une vingtaine d'espèces hyperaccumulatrices qu'on ne suspectait pas auparavant. Donc voilà, je trouve que c'est une utilisation à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est intéressante. Dernier type, en tout cas aujourd'hui, dernier type d'application dont je vais parler, c'est les analyses génétiques. Évidemment, c'est un domaine en plein boom. Voilà, vous voyez, il y a une profusion même rien que des articles de synthèse, il y a une profusion en une dizaine d'années, vraiment, il en sort quasiment tous les jours. Donc, comme pour les traits, le grand intérêt des herbiers, ça va être d'élargir l'échantillonnage en termes géographiques, en termes taxonomiques. Ça va être, encore une fois, cette dimension temporelle qui est permise. Et je ne l'ai pas mentionné au moment des traits morpho-anatomiques, mais en fait, c'était aussi valable, mais encore plus ici, c'est qu'il y a un peu deux grands types d'études. Il y a les études sur vraiment la plante elle-même qui est sur l'herbier, mais il y a aussi de plus en plus des études sur des organismes associés, un peu comme Adeline tout à l'heure parlait du pollen qu'on pouvait trouver sur les spécimens d'insectes. Là, sur les spécimens de plantes, on va pouvoir trouver des pathogènes, des parasites, des symbiotes, et il y a de plus en plus d'études aussi sur ces organismes associés. Sur la plante elle-même, pour commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, grâce aux nouvelles technologies de séquençage, on arrive vraiment maintenant à des quantités de données et des qualités de données vraiment très intéressantes qui permettent de nombreuses applications. Et c'est là que je voulais évoquer ce fait que les prélèvements sont forcément destructifs. Là, dans ce type d'application, il y a forcément destruction de matériel. Et c'est vrai qu'en tant que... je pense que c'est une question qu'on peut être amené à se poser quand même de temps en temps, au moins, en tant que curateur, curatrice, concernant le compromis entre l'utilisation, la valorisation des collections et en même temps leur préservation, sachant que c'est vraiment des études qui sont en croissance exponentielle. Et voilà, donc là, il y a quand même, je trouve qu'en tant que curateur, il y a quand même une réflexion à avoir à chaque fois sur comment optimiser au mieux le compromis. Depuis quelques années, il y a des techniques d'échantillonnage non destructif qui commencent à être tentées, mais ça reste encore très préliminaire. Voilà, donc là, c'est juste quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque étude, mais il y a vraiment de plus en plus d'études qui utilisent les herbiers comme source d'ADN concernant les plantes. Les herbiers permettant, par exemple, même d'intégrer des lignées éteintes dans des études phylogénétiques. Et les herbiers permettant donc cette dimension temporelle en utilisant des herbiers et en comparant la génétique des herbiers à des populations actuelles. Ça a des applications possibles en génétique de la conservation, pour reconstruire des voies d'expansion, pour étudier la génétique moléculaire de certaines lignées colonisatrices et le rôle adaptatif de certaines mutations, etc. Je voulais aussi évoquer quelques études qui ont été faites sur des organismes associés. Le premier exemple, le plus ancien et sans doute le plus emblématique, ça reste celui de Phytophthora infestans, c'est le mildiou de la pomme de terre.
C'est le parasite qui a été la cause de la grande famine du milieu du 19e siècle en Irlande. Et donc ce parasite a pu être séquencé complètement à partir de spécimens d'herbiers du milieu du 19e siècle. Et donc, en effectuant des reconstructions phylogénétiques, des analyses de génomique comparative, ça permet des projets sur l'émergence de ces épidémies et sur l'évolution des agents pathogènes ou parasites. Dans ce même ordre, dans cette même catégorie d'application, en ce moment, il y a un projet ANR qui est coordonné par Adrien Rieux, qui est du CIRAD de Montpellier et de La Réunion, mais auquel on collabore ici à l'Herbier, qui s'appelle, l'acronyme c'est Muséobact. Et donc le but est d'utiliser les collections comme source d'ADN, mais d'ADN de bactéries et de virus pathogènes des cultures, notamment des agrumes et du manioc, là encore pour retracer l'émergence des pathogènes et mieux comprendre les mécanismes de virulence et l'évolution moléculaire. Voilà, il y a aussi eu des études sur un autre parasite stérilisant principalement des cariophyllacées. Et puis la dernière, je ne sais pas combien de temps j'en suis, mais je vais m'arrêter. Juste la dernière application que je voulais évoquer, c'est plus des pathogènes ni des parasites, ça va être des symbiotes. Il y a une étude relativement récente, publiée en 2019. Je crois que c'est la première étude qui a appliqué les herbiers dans ce sens. Donc il y a extrait de l'ADN à partir de racines de plantes pour caractériser les communautés mycorhiziennes. Et donc ça a fait l'objet d'une publication cette année, et c'est aussi le projet de recherche que propose de mener Roland Marmès, qui va intégrer notre UMR en 2020. Voilà, donc juste pour terminer, donc voilà, j'ai essayé de présenter un panel assez large d'utilisation des collections. Et donc, juste pour conclure, oui, je pense que les herbiers sont plus que jamais un outil de la recherche moderne en évolution. Je voulais souligner l'importance de continuer à faire des récoltes modernes, c'est-à-dire complètes, avec des échantillons en silicagel pour l'ADN, avec des localités précises, avec des photos de terrain, etc. Tenir compte des difficultés spécifiques aux collections, continuer à faciliter l'accès aux ressources des collections par la numérisation et la mise en réseau. Et même s'il y a plein d'activités, même s'il y a plein de projets de recherche possibles grâce aux herbiers, ne pas oublier la taxonomie qui est à la base de tout projet de recherche en évolution. Et je m'arrête là.